Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. La capsule aujourd'hui porte sur les bases de la table de plongée loisir ou TPL de PADI. Il s'agit de la partie 1 de 2. La partie 2 porte sur des problèmes plus avancés de la TPL. Avant que nous puissions aller plus loin, certaines mises en garde sont de rigueur. Donc d'abord, le contenu de cette capsule vidéo concernant la TPL est destiné aux plongeurs certifiés ainsi qu'aux plongeurs en formation sous la supervision d'un instructeur PADI. En conséquence, la théorie et les algorithmes derrière la TPL ne sont pas présentés. Ensuite, il s'agit d'un supplément d'enseignement créé pour mettre à jour les connaissances concernant la TPL et comme technique didactique d'appoint. Cette capsule vidéo ne remplace en aucun temps les formations sous la supervision d'un professionnel PADI. La TPL sert à gérer l'azote absorbé par les plongeurs en plongée scaphandre récréative, donc en plongée récréative. Elle sert à planifier les plongées et à gérer certaines contingences. Dans le contexte de cette capsule vidéo, elle est destinée à l'emploi avec l'air comprimé. Aussi, elle est inapplicable à tout autre mélange gazeux. Tel qu'écrit sous la TPL, une mauvaise utilisation de ce produit peut occasionner des blessures graves, voire mortelles. Si vous ne savez pas avec certitude comment utiliser ce produit, consultez un instructeur de plongée homologué PADI. La TPL est la propriété exclusive de PADI. Et enfin, la TPL de PADI est inopérante avec les tables des autres agences. Étape 1. La vue d'ensemble de la table de plongée loisir. Voici à quoi ressemble la table de plongée loisir, recto et verso. Comment lire la table? D'abord, la table est divisée en 3 tableaux. Le tableau 1 qui est situé ici sert à préciser la courbe de sécurité ainsi qu'à déterminer la désignation des groupes de pression de sortie. Tous les temps de plongée réels se calculent sur le tableau 1. Le tableau 2, qui est situé ici, sert à déterminer les crédits d'intervalle en surface, c'est-à-dire le montant d'azote qui est libéré par le repos entre les plongées. Enfin, le tableau 3, qui est situé ici, permet de programmer les plongées successives. C'est dans ce tableau que la magie de la table de plongée loisir s'opère. La séquence de lecture pour les problèmes de base avec la TPL est la suivante. Du tableau 1 au tableau 2, du tableau 2 au tableau 3, et puis du tableau 3, retour au tableau 1. Sur la TPL, cette séquence est inscrite, voir les indications à l'écran. La TPL sert à gérer l'azote de manière sécuritaire, c'est sa fonction principale. Enfin, toutes les informations clés sont inscrites sur la TPL. Son fonctionnement, les instructions spéciales, tout est inscrit sur la TPL. Il n'y a aucun besoin d'apprendre par cœur quoi que ce soit. Étape 2, nous allons décortiquer maintenant chacun des tableaux afin d'assurer la compréhension de leurs fonctions. Comme on l'a vu, le tableau 1 est situé ici. Il sert à préciser la courbe de sécurité ainsi qu'à déterminer les groupes de pression de sortie. Tout à fait en haut du tableau 1, nous retrouvons les profondeurs en pieds. Ça aurait pu être en mètres, mais cette table est impériale. À l'intérieur du tableau, on travaille en minutes. Et puis à gauche complètement, nous avons les groupes de pression. Dans ce cas-ci, les groupes de pression de sortie, de la lettre A à Z. Donc, comment ça fonctionne? La combinaison de la profondeur et du nombre de minutes donne le groupe de pression de sortie. Les groupes de pression s'expriment en lettres. Il y a donc 26 groupes de pression. Le groupe de pression A comporte moins d'azote que le groupe de pression Z. Plus la lettre est élevée, plus vous avez absorbé d'azote. Autrement dit, plus vous plongez longtemps à une même profondeur, plus vous cumulez de l'azote. Faisons quelques exemples spécifiques au tableau 1. Premier exemple. Vous plongez sur une épave à 50 pieds pendant 36 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie? La première chose qu'on doit faire, c'est trouver la profondeur sur l'axe des profondeurs tout à fait en haut du tableau 1, comme ceci. Par la suite, on descend la colonne du 50 pieds jusqu'à ce qu'on rencontre 36 minutes, comme ceci. Et puis on regarde soit à gauche ou à droite le groupe de pression équivalent.
Donc, dans ce cas-ci, c'est K. Un deuxième exemple, vous plongez à 60 pieds dans une carrière pendant 37 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie? Même procédure, on regarde en haut sur l'entête du tableau 1 pour trouver la profondeur 60 pieds. On descend la colonne jusqu'à ce qu'on rencontre 37 minutes. Et puis on regarde à gauche ou à droite le groupe de pression de sortie équivalent. Dans ce cas-ci, c'est un O. Troisième et dernier exemple, vous plongez sur une épave à 20 pieds pendant 44 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie? Vous remarquerez sur l'entête du tableau 1, sur l'entête des profondeurs, qu'il n'y a pas de profondeur en deçà de 35 pieds. Donc, toute profondeur entre 15 et 35 pieds est réputée à 35 pieds. Donc, on commence la table de plongée loisir à 35 pieds. Donc, 35 pieds pendant 44 minutes. Le groupe de pression de sortie, H. Un premier rappel. Toute plongée entre 15 pieds et 35 pieds est réputée à 35 pieds. Encore des exemples spécifiques au tableau 1. Vous plongez sur une épave à 72 pieds pendant 20 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie? Vous remarquerez qu'il n'y a pas de 72 pieds sur l'échelle des profondeurs. Il faut arrondir vers le haut, donc à 80 pieds. On descend la colonne jusqu'à ce qu'on trouve 20 minutes. Il n'y a pas de 20 minutes. On arrondit vers le haut à 21 minutes. Et puis le groupe de pression de sortie équivalent est K. Donc un autre rappel, arrondissez les profondeurs vers le haut. Et puis arrondissez également les minutes vers le haut. Autre exemple, vous plongez dans une carrière à 39 pieds pendant 76 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie? 40 pieds, on arrondit vers le haut à 40 pieds. On descend jusqu'à 76 minutes. Il n'y a pas de 76 minutes. On arrondit à 79 minutes. Le groupe de pression est R. La pratique d'arrondir vers le haut et fixer la profondeur minimale à 35 pieds rend la TPL très conservatrice. Donc, la TPL, si vous planifiez vos plongées avec la TPL, les résultats vont être beaucoup plus conservateurs qu'avec votre ordi de plongée. Vocabulaire. Un groupe de pression de sortie, c'est lorsque vous sortez de l'eau. Immédiatement à la sortie de l'eau, vous avez un groupe de pression. C'est ce groupe. Le groupe de pression d'entrée, c'est le contraire. C'est lorsque vous entrez dans l'eau pour une plongée successive après un intervalle de surface. La courbe de sécurité ou la limite de non-décompression est la courbe noire que vous voyez à l'écran. Elle est déterminée par le nombre de minutes de plongée maximale permises à chacune des profondeurs de la table. Ces montants de minutes maximales permises sont situés dans les cases noires, c'est eux qui donnent la forme à la courbe. Si vous plongez à l'intérieur de la limite de non-décompression ou de la courbe de sécurité, vous pouvez faire surface à tout moment. En revanche, si vous dépassez la limite de non-décompression, vous devrez effectuer les procédures de décompression. La TPL, à la base, est une table de plongée récréative, soit sans décompression. À 4 groupes de pression de la limite de non-décompression, il est recommandé d'effectuer un palier de sécurité à 15 pieds ou 5 mètres pendant 3 minutes à la hauteur des poumons. Les cases grises indiquent pour une profondeur donnée après combien de temps d'immersion, minutes d'immersion, un palier de sécurité est recommandé. Vous remarquerez que toutes les cases sont grises à 100 pieds et plus. Les paliers de sécurité sont une recommandation. Si vous devez sortir de l'eau en raison d'une quelconque urgence, et bien sûr vous êtes à l'intérieur de la limite de non-décompression, vous pouvez ignorer le palier de sécurité. Mais nous vous recommandons de plonger toujours en deçà de la limite de non-décompression et de toujours effectuer un palier de sécurité. La plongée récréative se limite à 130 pieds ou 40 mètres. Le 140 pieds inscrit sur la TPL y est pour fin de contingence seulement. Donc si jamais vous dépassez 130 pieds par mégarde, on ne planifie aucune plongée à 140 pieds. Les flèches, c'est quoi? Très simplement, la TPL fonctionne en minutes. Vous remarquerez que plus l'on plonge profondément, moins il y a de minutes d'immersion permises. Vous remarquerez également que les cases qui entourent la flèche, soit celle du haut et celle du bas, n'ont qu'une minute de différence. La case avec la flèche vous amène à la case d'en dessous pour ainsi ajuster votre groupe de pression de sortie vers le haut. Pour obtenir le groupe de pression de la case, donc le groupe de pression correspondant à la flèche,
il faudrait travailler en secondes. Bref, en vous renvoyant à la case d'en dessous, la TPL vous assure un groupe de pression de sortie plus élevé. Faisons maintenant quelques exercices concernant la limite de non-décompression ou la courbe de sécurité. Selon la TPL, à 100 pieds, la durée de plongée maximale permise pour être à l'intérieur de la courbe de sécurité, limite de non-décompression ou LND, est de 20 minutes. Un autre exemple, à 50 pieds, la durée de plongée maximale permise pour être à l'intérieur de la limite de non-décompression est de, et c'est 80 minutes. À 52 pieds, la durée de plongée permise pour être à l'intérieur de la limite de non-décompression est de 55 minutes. Donc, tout ce qu'on a fait pour trouver ces minutes, on a longé la courbe de non-décompression, c'est-à-dire la ligne noire que vous voyez à l'écran. Remarquez la différence entre 50 pieds et 52 pieds. Vous venez de perdre 25 minutes de temps de plongée maximale, donc entre l'exemple 7 et l'exemple 8. Un petit rappel, la limite de non-décompression s'accélère plus l'on plonge creux, et puis si vous dépassez la limite de non-décompression, des procédures spéciales sont nécessaires. Le tableau 2 sert à calculer les crédits d'intervalle en surface, ou si vous voulez, combien d'azote a été libéré lors de votre séjour en surface. Comme le tableau 1, le tableau 2 fonctionne avec des minutes. Chaque case comporte un intervalle en minutes. Voici comment les cases fonctionnent, comment lire les cases. De 9 minutes à 12 minutes, de 57 minutes à 1h02 ou 62 minutes, de 55 minutes à 1h16, soit 76 minutes. On se rappelle que les groupes de pression de sortie sont calculés à partir du tableau 1. Avec les flèches, on les amène directement en haut du tableau 2. L'unique fonction du tableau 2 est de traiter les groupes de pression de sortie du tableau 1, appliquer un intervalle de surface, un crédit, et puis déterminer le groupe de pression d'entrée pour la plongée successive. Bref, au bas du tableau, vous retrouverez les groupes de pression d'entrée. Quelques notes sur le tableau 2. Les groupes de pression de sortie, moins l'intervalle de surface en minutes, donnent les groupes de pression d'entrée. Un intervalle de surface permet de libérer de l'azote accumulé après une ou des plongées. Plus un intervalle de surface est long, plus l'azote se libère. Et puis selon le modèle, après 6 heures, il n'y a plus d'azote. Rappelez-vous que tout est inscrit sur la TPL. Les flèches vous disent dans quel sens traiter l'information. Faisons quelques exercices liés au tableau 2. Vous avez un groupe de pression de sortie H et vous faites un intervalle de surface de 30 minutes. Quel est votre groupe de pression d'entrée? Trouvons d'abord le groupe de pression de sortie qui est H. Allons dans l'intervalle de surface pour trouver 30 minutes. On voit ici que c'est entre 29 et 37 minutes. Par la suite, on descend la colonne. Et puis le groupe de pression d'entrée est D. Un autre exemple, vous avez un groupe de pression de sortie de M et vous faites un intervalle de surface de 42 minutes. Quel est votre groupe de pression d'entrée? Encore une fois, on trouve M dans l'intervalle de surface, on trouve 42 minutes. Par la suite, nous descendons la colonne et puis le groupe de pression d'entrée pour la prochaine plongée est F. Un autre exemple, votre groupe de pression de sortie est P et vous faites un intervalle de surface de 7 minutes. Quel est votre groupe de pression d'entrée? Donc si c'est un intervalle de surface très court, vraisemblablement on fait juste changer la bonbonne. Bref, le groupe de pression de sortie est P. L'intervalle de surface est de 7 minutes. La colonne descendue, on trouve un O. Passons maintenant au tableau 3. Le tableau 3 sert à la programmation des plongées successives. C'est ici que la magie de la table de plongée loisir s'opère. Les groupes de pression d'entrée que vous venez de calculer au tableau 2 sont ici en haut. La profondeur de la prochaine plongée que vous planifiez est située au début de chacune des rangées, donc dans la zone en rose. Et puis, le tableau 3, comme les tableaux 1 et 2, fonctionne en minutes. Il vous permet de calculer deux choses, soit les minutes de pénalité ou soit les minutes permises pour la prochaine plongée. Les instructions spéciales et les règles générales d'application de la table sont situées ici. On en traitera sous peu. Enfin, la méthode de calcul est expliquée à l'intérieur de cette zone.
Comme on l'a mentionné, le tableau sert à calculer la pénalité ou le temps d'azote résiduel à appliquer à la plongée successive. Il s'agit des chiffres dans les cases blanches. Le tableau 3 sert à calculer également le temps de plongée réel, les cases en bleu, également connu sous les noms de temps maximal d'immersion permis, c'est-à-dire la durée maximale permise pour votre prochaine plongée, et la limite de non-décompression ajustée. Après chaque plongée, le temps permis pour une prochaine plongée diminue, ajustant ainsi la limite de non-décompression. Plus le groupe de pression d'entrée est élevé, plus la pénalité est élevée. Il va sans dire puisque vous avez plus d'azote. Donc si votre groupe de pression d'entrée est épais et vous voulez plonger à 70 pieds, votre pénalité est de 33 minutes, tandis que si vous êtes un groupe de pression d'entrée T, votre pénalité est de 40 minutes. Tandis que plus le groupe de pression d'entrée est petit, plus le temps de plongée réel maximal de la prochaine plongée, c'est-à-dire le montant de temps que vous pouvez passer dans l'eau, est élevé. Donc si vous êtes un groupe de pression E et vous voulez plonger à 70 pieds, vous avez le droit à 25 minutes dans l'eau. Tandis que si vous êtes un groupe de pression d'entrée A, vous avez le droit à 35 minutes dans l'eau. Vous allez également retrouver au sein du tableau 3 la limite de non-décompression que l'on a vue au sein du tableau 1. Pour une profondeur donnée et pour un groupe de pression donné, le chiffre en jaune correspond à la limite de non-décompression que l'on a vue au tableau 1. Les chiffres en jaune dans la rangée des pénalités correspondent en minutes à la limite de non-décompression. Donc, à une profondeur donnée, disons que 50 pieds, la limite de non-décompression est de 80 minutes. À 90 pieds, c'est 25 minutes. À 120 pieds, c'est 13 minutes, et ainsi de suite. Et puis, lorsque vous additionnez le temps d'azote résiduel au temps de plongée résiduel à une profondeur ainsi qu'à un groupe de pression donné, vous arrivez presque toujours à la limite de non-décompression. Donc, par exemple, ici, 31 plus 49 donne 80. 47 plus 33 donne 80. 16 plus 24 donne 40. 3 plus 7 donne 10. Et ainsi de suite. Comme on l'a mentionné, le tableau 3 sert à la programmation des plongées successives. C'est où les algorithmes de la TPL prennent forme. Le temps d'azote résiduel en blanc équivaut aux pénalités pour la prochaine plongée. Il s'agit d'un certain montant de minutes enlevé à la prochaine plongée. Le temps de plongée réel, ou TPR en bleu, représente la durée maximale en minutes permise pour la prochaine plongée sans dépasser la limite de non-décompression ou la courbe de sécurité. Les lignes en bleu équivalent au temps maximal que vous pouvez passer sous l'eau. Donc, il s'agit de la limite de non-décompression ajustée. Voyons maintenant quelques exercices spécifiques au tableau 3. Vous avez un groupe de pression U et vous voulez plonger à 40 pieds. Quel est votre taux d'azote résiduel, c'est-à-dire la pénalité pour la prochaine plongée, et votre temps de plongée réel maximal? D'abord, trouvez en haut de la colonne votre groupe de pression d'entrée, dans ce cas-ci U. Ensuite, dans la rangée complètement à gauche, trouvez la profondeur souhaitée pour la prochaine plongée, 40 pieds. Et simplement faire l'intersection entre les deux, on trouve 97 de temps d'azote résiduel et 43 de temps de plongée réel. Le temps d'azote résiduel de 97 minutes doit être ajouté à la durée réelle de la prochaine plongée, tandis que la prochaine plongée à 40 pieds ne doit pas excéder 43 minutes, soit le temps de plongée réel maximum ou la limite de non-décompression ajustée. Autre exemple, vous avez un groupe de pression d'entrée M et vous voulez plonger à 69 pieds. Quels sont vos temps d'azote résiduel et temps de plongée réel maximal? Première chose, trouvez le groupe de pression d'entrée dans la colonne du haut, dans ce cas-ci M. Par la suite, on arrondit vers le haut, on parle de 69 pieds ici, il n'y a pas 69 pieds sur le tableau 3, même principe que le tableau 1, on arrondit vers le haut à 70. On trouve l'intersection entre M et 70. On obtient 27 et 13. Le temps d'azote résiduel de 27 minutes doit être ajouté à la durée réelle de la prochaine plongée,
tandis que la prochaine plongée à 69 pieds ne doit pas excéder 13 minutes, soit le temps de plongée réel maximal ou la limite de non-décompression ajustée. Dernier exemple, vous êtes un groupe d'entrée C et vous voulez plonger à 88 pieds. Quels sont vos temps d'azote résiduel et temps de plongée réel maximal? Même protocole. Dans la colonne du haut, on trouve notre groupe de pression d'entrée qui est C. La profondeur qui doit être 90, on arrondit de 88 à 90. Intersection entre les deux, 9 et 16. Et puis la réponse, le temps d'azote résiduel de 9 minutes doit être ajouté à la durée réelle de la prochaine plongée, tandis que la prochaine plongée à 88 pieds, ou 90 dans ce cas-ci, ne doit pas excéder 16 minutes, soit le temps de plongée réel maximal ou la limite de non-décompression ajustée. En guise de rappel, le tableau 1 sert à trouver le groupe de pression de sortie de toutes les plongées. Le tableau 2 sert à déterminer le groupe de pression d'entrée pour une plongée successive. Et puis enfin, le tableau 3 sert à déterminer le temps d'azote résiduel, le temps réel de plongée maximal et la limite de non-décompression ajustée. C'est ici que la magie de la TPL s'opère. La limite de non-décompression se déplace toujours vers l'intérieur du tableau 1 après chacune des plongées successives. La limite de non-décompression devient la limite de non-décompression ajustée après la première plongée. C'est le tableau 3 qui détermine le déplacement de la limite de non-décompression au sein du tableau 1 pour toutes les plongées successives. La limite de non-décompression originale suit la courbe de sécurité ou les cases noires à chacune des profondeurs. Plus vous plongez creux, longtemps et ou écourtez des intervalles de surface, la limite de non-décompression ajustée se déplacera plus rapidement vers l'intérieur du tableau 1. Donc comme ceci. Donc après la plongée 2, après la plongée 3. À une profondeur égale, chaque plongée successive vous donne moins de temps de plongée et diminue la marge de sécurité, d'où l'importance de toujours faire un palier de sécurité. Étape 3. Comprendre les instructions spéciales et les règles générales de la table de plongée loisir. Comme nous venons de le voir, les instructions spéciales et le paramétrage de la table de plongée loisir est situé au pied du tableau 3. Prenez soin de lire le petit paragraphe qu'il y a ici. Ça explique que la TPL est réservée à des gens qui savent comment l'utiliser ou des gens en formation sous supervision d'un professionnel PADI. Passons maintenant en revue les instructions spéciales et règles générales par catégorie. D'abord, comme nous l'avons mentionné précédemment, la TPL n'est pas pour les plongées avec décompression. Ici, on précise comment exécuter un palier de sécurité. Si jamais vous devez faire de la décompression, par contre, il y a 2 protocoles à suivre, dépendant de la situation. Quand arrêter de plonger avant de prendre l'avion, tout est précisé ici. La TPL a été développée au niveau moyen de la mer, donc à 0. Si jamais vous excédez 1000 pieds ou plus, les règles de procédure concernant la plongée en altitude s'appliquent. Les règles spéciales liées aux plongées successives. La TPL prend soin de mettre en garde les plongeurs concernant les plongées successives. Et puis enfin, il y a les règles spéciales. D'abord, la vitesse d'ascension ne doit pas dépasser 60 pieds par minute. Lorsque vous planifiez une plongée dans l'eau froide ou à des conditions exigeantes, ajoutez 10 pieds à la profondeur réelle. Les plongées successives doivent être programmées de la plus profonde à la moins profonde, et puis 130 pieds maximum comme nous l'avons vu précédemment. Rappelez-vous, allez chercher cette information. Vous n'avez rien à apprendre par cœur sur la table de plongée loisir. Tout y est inscrit. Revoyons maintenant les instructions ainsi que les règles générales plus particulières à la table de plongée loisir. Concernant les plongées successives, soit 3 ou plus, si le groupe de pression de sortie est un W ou un X, il faut 1 heure d'intervalle de surface minimum. Si le groupe de pression de sortie est un Y ou un Z, il faut au minimum 3 heures d'intervalle de surface. Voici les recommandations concernant la prise d'avion après une ou des plongées. Pour une plongée simple, il faut attendre 12 heures avant de prendre l'avion. Pour une plongée successive, ou pendant plusieurs jours, il faut attendre 18 heures avant de prendre l'avion. Et s'il y a eu une plongée qui a nécessité un palier de décompression, il faut attendre 18 heures minimum avant de prendre l'avion. Concernant le palier de sécurité, nous en avons abondamment parlé.
il faut l'exécuter à 15 pieds pendant 3 minutes et il faut se référer aux zones grises de la table de plongée loisir. Enfin, concernant les paliers de décompression, lorsque la limite de non-décompression est dépassée, les zones noires, si le temps de plongée dépasse de moins de 5 minutes la limite de non-décompression, il faut faire un palier de décompression de 15 pieds à 8 minutes et un intervalle de surface de 6 heures. Si c'est plus de 5 minutes, il faut faire un palier de décompression à 15 pieds, 15 minutes ou plus et un intervalle de surface de 24 heures. Prenons quelques exemples concernant les paliers de décompression lorsque la limite de non-décompression est dépassée. Un premier exemple, on plonge à 100 pieds pendant 23 minutes. Donc la limite de non-décompression à 100 pieds est de 20 minutes, donc on l'a excédé de 3 minutes. La contingence, puisqu'on l'a dépassé de moins de 5 minutes, il faut faire un palier de décompression à 15 pieds pendant 8 minutes et effectuer un intervalle de surface de 6 heures minimum. Un autre exemple, on plonge à 70 pieds pendant 48 minutes. La limite de non-décompression est de 40 minutes, donc on a excédé la limite de non-décompression de 8 minutes. La contingence, puisque nous l'avons dépassé de plus de 5 minutes, il faut effectuer un palier de décompression à 15 pieds pendant 15 minutes ou plus et effectuer un intervalle de surface de 24 heures minimum. Avant d'entreprendre l'étape suivante, imaginons le tableau 1 avec les couleurs d'un feu de signalisation. La zone verte représente des plongées sécuritaires très en deçà de la limite de non-décompression. La zone jaune représente des plongées plus avancées nécessitant une attention particulière des plongeurs. La zone orange représente les plongées à la limite de non-décompression. Les plongeurs doivent faire preuve d'une prudence accrue. Enfin, la zone rouge représente des plongées avec décompression hors du cadre de la table de plongée loisir. Étape 4. Comment transcrire tout ça? La TPL permet de répondre à 5 types de questions. D'abord, trouver son groupe de pression de sortie après une ou des plongées. Trouver le temps de plongée réel maximal permis pour une ou des plongées successives, le temps de plongée réel maximum ou la limite de non-décompression ajustée. L'application des instructions spéciales de la TPL. Trouver l'intervalle de surface minimum entre deux plongées. Et enfin, trouver la profondeur maximale permise pour une ou des plongées successives. La capsule de la partie 2 focalisera sur les problèmes plus avancés de la table de plongée loisir. Nous nous concentrerons donc dans cette capsule sur les 2 premiers types de questions. Nous y arrivons enfin. Voici la méthode pour régler les problèmes de base de la table de plongée loisir. Utilisez une feuille de travail pour répondre aux questions inspirées de l'écran. Par convention, la planification des plongées s'effectue avec ce schéma. Les problèmes liés à la table de plongée loisir sont des problèmes mathématiques, donc ça prend une méthode. La première chose, c'est de bien lire la question. Ensuite, d'écrire ce que l'on sait, identifier les inconnus, et puis procéder de gauche à droite pour régler les problèmes de base de la table de plongée loisir. Les variables à inscrire sur les schémas sont les suivantes. D'abord, la profondeur en pied de la plongée numéro 1, le nombre de minutes ou la durée de la plongée numéro 1, si un palier de sécurité a été nécessaire, le groupe de pression de sortie, l'intervalle de surface, le groupe de pression d'entrée avant la plongée 2, la profondeur en pied pour la plongée numéro 2, on aurait pu faire ça en mètres bien évidemment, la durée de la plongée numéro 2, si un palier de sécurité a été nécessaire lors de la plongée 2, et enfin le temps d'azote résiduel, le temps de plongée totale, le temps de plongée réel maximal, et puis la limite de non-décompression ajustée que l'on trouvera sur le tableau 3. Bien, sortez votre TPL et votre feuille de travail, on commence. Question numéro 1. Votre binôme et vous faites une première plongée sur une épave à 58 pieds pendant 38 minutes. Vous relaxez pendant 45 minutes à la surface avant d'amorcer la seconde plongée. Cette seconde plongée sera de 55 pieds pendant 20 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces 2 plongées? Quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 55 pieds? La première chose, c'est d'utiliser notre schéma. Bien lire la question. Donc, on nous demande ici quel est votre groupe de pression de sortie après ces 2 plongées. Donc, l'inconnu est ici.
quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 55 pieds? Donc, on nous demande ici, c'est quoi la limite de non-décompression ajustée, le temps de plongée réel maximum. Écrivez tout ce que vous savez. Donc, on sait qu'on plonge à 58 pieds pour la première plongée pendant 38 minutes. On effectue un intervalle de surface de 45 minutes. 55 pieds à la deuxième plongée pendant 20 minutes. Identifier les inconnus. On a le groupe de pression de sortie qu'il faut trouver, le groupe de pression d'entrée. On procède de gauche à droite pour résoudre le problème. Donc, où trouver l'information? En guise de rappel, les groupes de pression de sortie sont toujours sur le tableau 1. Groupe de pression d'entrée, toujours à la fin du tableau 2. Le temps d'azote résiduel, le temps de plongée totale, le temps de plongée réel et la limite de non-décompression ajustée sur le tableau 3. Et puis, le groupe de pression de sortie après les deux plongées, il faudra revenir sur le tableau 1. Bon, le tout commence sur le tableau 1. Plonge à 58 pieds. On arrondit à 60 pieds. Pendant 38 minutes, on descend la colonne jusqu'à ce qu'on trouve 38 minutes. Dans ce cas-ci, on arrondit à 39 minutes, toujours vers le haut. Le groupe de pression de sortie est P. On l'inscrit sur notre schéma. Par la suite, on effectue un intervalle de surface de 45 minutes. On utilise le tableau 2 pour calculer le groupe de pression d'entrée. On descend la rangée jusqu'à ce qu'on arrive à 45 minutes, dans cette case-ci. Ensuite, la colonne vers le bas jusqu'au groupe de pression d'entrée, qui est un H. Sur le tableau 3 maintenant, on identifie notre groupe de pression d'entrée, qui est un H. On veut plonger à 55 pieds, on arrondit à 60 pieds. On trouve l'intersection entre la profondeur désirée et le groupe de pression d'entrée. La case qui est ici. Donc, on a un temps d'azote résiduel de 23 minutes et un temps maximal de plongée, ou la limite de non-décompression ajustée, de 32 minutes. On les inscrit comme ceci sur le schéma. Donc, on additionne le temps de plongée réel, ce qu'on veut faire comme deuxième plongée, soit 20 minutes, la pénalité de 23 minutes, qui nous donne 43 minutes. Vous pouvez également comparer le temps de plongée réel au temps de plongée réel maximal, c'est-à-dire la limite de non-décompression ajustée qui est de 32 minutes. Vous pouvez voir que vous êtes en deçà de 32 minutes. Et puis on revient au tableau 1. Sur le tableau 1 maintenant, 55 pieds. Pendant 43 minutes, on utilise le 43 minutes où on a additionné le temps d'azote résiduel. On descend la colonne jusqu'à ce qu'on rencontre 43 minutes, dans ce cas-ci 44 minutes. Le groupe de pression de sortie est un R. On inscrit R sur notre schéma. On a effectué un palier de sécurité de 15 pieds à 3 minutes parce que c'est une bonne pratique. Voici les réponses à la question 1. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? La réponse est R. Ensuite, quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 55 pieds? La réponse est 32 minutes. Question 2. Votre binôme et vous faites une première plongée sur une épave à 49 pieds pendant 48 minutes. Vous relaxez pendant 29 minutes à la surface avant d'amorcer la seconde plongée. Cette seconde plongée sera de 33 pieds pendant 51 minutes. Et même question, quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? Et quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 33 pieds? D'abord, un petit rappel concernant la méthode. Bien lire la question. Écrivez ce que vous savez. Identifiez les inconnus. Et enfin, procédez de gauche à droite. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? L'inconnu situé ici. Ensuite, quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 33 pieds? L'inconnu situé ici. On inscrit ce que l'on sait. 49 pieds pendant 48 minutes pour la première plongée. L'intervalle de surface est de 29 minutes. On l'inscrit dans cette case. Enfin, pour la seconde plongée, on plonge à 33 pieds pendant 51 minutes.
On inscrit 33 pieds ici et 51 minutes à cet endroit. Les groupes de pression de sortie peuvent être trouvés sur le tableau 1, les groupes de pression d'entrée sur le tableau 2. Le tableau 3 sert à trouver le temps d'azote résiduel, le temps de plongée réelle ainsi que la limite de non-décompression ajustée. Et puis on revient au tableau 1 pour trouver le groupe de pression de sortie. Commençons d'abord sur le tableau 1, 49 pieds arrondi à 50 pieds. Descend la colonne jusqu'à ce qu'on rencontre 48 minutes. On arrondit à 50 minutes. Le groupe de pression de sortie est P. On l'inscrit sur notre schéma. L'intervalle de surface que l'on trouvera sur le tableau 2 est de 29 minutes. On descend la rangée jusqu'à ce qu'on arrive à 29 minutes. Et puis, par la suite, on descend la colonne jusqu'à ce qu'on détermine le groupe de pression d'entrée, qui est un J. Passons au tableau 3. Le groupe de pression d'entrée est un J. On trouve la lettre correspondante en haut de la colonne. Ensuite, on veut plonger à 33 pieds. Sur l'ordonnée des profondeurs, on identifie 33 pieds. On arrondit à 35 pieds. L'intersection entre les deux est ici. 52 minutes de pénalité, donc de temps d'azote résiduel, et 153 minutes de durée maximale de la plongée suivante. On inscrit 52 minutes de temps d'azote résiduel qui est notre pénalité et 153 minutes de limite de non-décompression ajustée, c'est-à-dire le temps qu'on aurait pu passer dans l'eau à cette profondeur. On additionne les 51 minutes aux 52 minutes, ça donne 103 minutes. On peut comparer maintenant les 51 minutes de temps de plongée réelle à la limite de non-décompression ajustée. On voit qu'on est très en deçà de la limite de non-décompression ajustée. Et puis par la suite, on revient au tableau 1. Sur le tableau 1, on identifie d'abord la profondeur, 33 pieds, que l'on arrondit à 35 pieds. Par la suite, on descend la colonne jusqu'à ce qu'on arrive où on dépasse 103 minutes. Il n'y a pas de 103 minutes, donc on arrondit à 108 minutes. Le groupe de pression de sortie de la plongée 2 est un S. Bien sûr, on recommande toujours de faire un palier de sécurité. Enfin, voici les réponses à la question 2. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? Un S. Et quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 33 pieds? 103 minutes. Troisième et dernière question. Votre binôme et vous faites une première plongée sur une épave à 94 pieds pendant 15 minutes. Vous relaxez pendant 1h40 sur le bateau avant d'amorcer la seconde plongée. Cette seconde plongée sera de 52 pieds pendant 24 minutes. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? Et enfin, quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 52 pieds? On se rappelle de notre petite méthode. Bien là la question. Écrivez ce que vous savez. Identifiez les inconnus. Et enfin, procédez de gauche à droite. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? On cherche 7 inconnus. Et quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 52 pieds? On cherche 7 inconnus. Donc on commence avec ce que l'on sait. 94 pieds pour la première plongée. Pendant 15 minutes, on inscrit sur notre schéma. 1h40 d'intervalle de surface, on inscrit. Pour la seconde plongée, 52 pieds pendant 24 minutes. On se rappelle que les groupes de pression de sortie se trouvent sur le tableau 1, ceux d'entrée sur le tableau 2. Tout ce qui est temps d'azote résiduel, temps de plongée réelle et limite de non-décompression ajustée sur le tableau 3. Et enfin, on retourne sur le tableau 1 pour trouver le groupe de pression de sortie final. Commençons. Sur le tableau 1, bien sûr. 94 pieds, que l'on arrondit à 100 pieds, pendant 15 minutes. Nous sommes dans une zone grise, donc il faut faire un palier de sécurité. Et puis le groupe de pression de sortie est un J. On l'inscrit sur notre schéma. Par la suite, sur le tableau 2, on trouve notre intervalle de surface.
Donc, dans ce cas-ci, c'est d'1h40. Et puis, dans cette case, on voit que c'est entre 1h12 et 1h59. Par la suite, on descend la colonne. Le groupe de pression d'entrée est un B. On l'inscrit sur notre schéma. Passons maintenant au tableau 3. On identifie d'abord le groupe de pression d'entrée à la colonne du haut. Un B. Par la suite, la profondeur de la seconde plongée, qui est de 52 pieds, que l'on arrondit à 60 pieds. On fait l'intersection entre les deux. On arrive à 11 et 44. 11 minutes de temps d'azote résiduel, 44 minutes de temps de plongée réel maximal. On inscrit le 11 minutes sur notre schéma comme ceci, le temps d'azote résiduel. On inscrit la limite de non-décompression ajustée à 44 minutes. On additionne le 24 minutes de temps de plongée réel au temps d'azote résiduel qui est notre pénalité pour la première plongée. On arrive à 35 minutes de temps de plongée totale. On retourne par la suite au tableau 1 pour finaliser le problème. Donc sur le tableau 1, 52 pieds que l'on arrondit à 60 pieds. On descend la colonne jusqu'à 35 minutes. Donc on n'oublie pas que c'est le temps de plongée total que l'on considère ici, qui inclut le temps de plongée réel et la pénalité, le temps d'azote résiduel. On arrive à 35. Un groupe de pression de sortie N. Et c'est la réponse à la question 3. Et bien sûr, toujours recommandé de faire un palier de sécurité. Voici les réponses à la question 3. Quel est votre groupe de pression de sortie après ces deux plongées? N. Et quel est le temps maximal permis pour la deuxième plongée à 52 pieds? 44 minutes. Mot de la fin. Les ordinateurs et la TPL, pourquoi se casser la tête? Les ordinateurs sont devenus des incontournables en plongée sous-marine. Nous vous recommandons par contre d'utiliser conjointement la table de plongée de loisir avec les ordinateurs pour planifier vos plongées et gérer les contingences. La TPL fixe les bases théoriques de la plongée récréative, soit sans décompression. Imaginez un comptable qui affirme n'ayant pas appris à compter parce que la calculatrice fait ça pour lui. Même logique en plongée sous-marine, apprendre la table de plongée loisir, c'est comprendre comment l'on plonge. Et puis, si vous pensiez vous en tirer, dans le cours d'air enrichi Nitrox, on utilise la table de plongée loisir pour plusieurs calculs. La capsule de la partie 2 comporte la résolution de questions plus avancées de la TPL. Une fois que vous aurez maîtrisé la partie 1, nous vous invitons à visionner la partie 2. Merci de nous faire part de vos suggestions pour améliorer notre offre de cours. N'oubliez pas d'aller encourager les boutiques du coin. Revenez nous visiter bien sûr sur notre canal YouTube, sur Facebook ou visiter notre site web. Sur ce, merci beaucoup et bonne bulle!